Fais le bien et il te reviendra au centuple. Merci Gandhi pour ce proverbe qui colle parfaitement à mon invité du jour. Thibert Pont. Footballeur professionnel dans le mythique club Servette FC, il a marqué les esprits sur le terrain, mais aussi en dehors. Il a connu les sommets, les échecs et les renaissances, et à chaque fois, il a prouvé que persévérance et bienveillance finissent toujours par payer. Entre deux buts décisifs et des projets qui font vibrer la scène genevoise, il a su conjuguer passion et audace. Actionnaire, puis aujourd'hui directeur adjoint du Village du Soir, il est aussi consultant pour Blue Sport TV. Thibert a troqué ses crampons pour des idées qui rassemblent. Alors, cramponnez-vous bien. On va plonger dans l'histoire d'un homme qui recule devant aucun défi, mais qui avance toujours avec cœur et conviction. Bienvenue dans Parcours Inspirant. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Thibert. Salut. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Et puis en plus c'est cool parce qu'on est dans ton bureau, au sein du Village du Soir. Je m'excuse pour le rangement qu'on a dû faire. C'est vrai que c'est un bureau très créa, pas très ordonné, beaucoup de chenilles partout. Mais c'est là où ça vit dans le Village du Soir, et c'est là où tout se crée en fait au Village du Soir. Ah non mais c'est cool, franchement c'est super, j'adore la tête avec les... Ouais, il y a plein de reliques. Les costumes. Ouais. Comme tu le sais, le concept de ce podcast, c'est de repartir depuis ton enfance et de remonter le fil du temps jusqu'à aujourd'hui et de retracer un petit peu ensemble les apprentissages que tu as eus, les leçons de vie. Donc je te propose qu'on attaque. Comment était le petit Thibert autour des 10 ans? Si je ne me trompe pas, tu étais très timide. Oui. Raconte-nous un petit peu comment tu étais. Bah écoute, j'étais très timide, mais en même temps j'avais beaucoup d'amis. J'ai toujours adoré mes amis d'enfance, ceux qui sont venus plus tard aussi. Mais en tout cas, l'école primaire, c'était des très grands souvenirs, franchement. Sinon, le petit Thibert, il adorait le sport, le football en particulier, bien sûr, mais plein d'autres sports. Comment t'es tombé dans le foot alors? Le foot, c'est depuis le début, en fait, parce que mon père était déjà entraîneur. Donc, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Bien sûr, j'allais voir tous les matchs des équipes de mon père. J'étais sur-fan, quoi. Je connaissais tous les joueurs par cœur. Vu que j'étais très timide, je les rencontrais jamais. D'accord. Donc, j'allais jamais dans les vestiaires, ni même dans les couloirs. J'étais un peu sauvage, ouais. Donc, je n'osais pas du tout aller vers les adultes. Mais ça a toujours fait partie de l'ADN aussi de notre famille, forcément. Parce que quand tu as un père qui est professionnel là-dedans, avec le temps que ça lui prend, et puis les soucis que ça amène, les joies que ça amène aussi, c'est une grosse partie de la vie de la famille, en fait. Et vu qu'on était très unis et qu'on a toujours été ensemble, ça revenait aussi quand même assez régulièrement dans les discussions. Mais puis moi, le virus... Ouais, le virus, tu l'as chopé. Ouais, très vite. T'as un souvenir un peu marquant, un truc un peu pas très ordinaire de ton enfance lié au foot? À la fois un beau souvenir et un souvenir terrible, c'est quand mon père a signé à Lugano. Ça a été hyper marquant parce que ça a été sa première expérience et seule expérience au final en numéro 1. Donc on a tourné en numéro 1 au plus haut niveau en Suisse, Super League, avant l'aventure en équipe nationale. Donc j'avais 12 ans et puis moi c'était un truc incroyable qu'il signe dans un club de première division en Suisse. C'était le rêve, c'était fabuleux, j'étais trop content. Et j'étais déjà au cycle, donc j'étais en 8e. Et je prenais le train et tout d'un coup je croise ma mère. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était incroyable. Je remonte la rampe, j'avais 3 minutes de marche pour rentrer chez moi, depuis le train que je prenais tous les jours pour aller au cycle, à Versoix, comme hier. Et je marche comme ça, et puis je vois la voiture de ma mère passer, rentrer aussi. Et il ouvre la fenêtre, et il était en pleurs. Il me dit, ça y est, il a signé. Il a signé à Lugano. Puis moi, je sais pas, mais je pleure. Et je crois que je l'avais jamais vraiment pleuré de ma vie, tu vois. J'étais là, et en fait, elle était à la fois triste, parce qu'elle savait qu'il allait partir, mais à la fois heureuse, parce que c'était un truc de fou, quoi, tu vois. Mais moi, ça me touche encore, parce que c'est vrai que ma mère, on est très pudique dans la famille, tu vois. On ne se pas tellement se prendre dans les bras, on ne se pas trop se dire je t'aime, on était toujours un petit peu réservé par rapport à ça. Puis là, de l'avoir pleuré comme ça,
c'était hyper marquant, quoi. Et voilà, peut-être heureusement, c'est une aventure qui a été courte, tu vois, à Lugano, parce qu'on en a souffert un peu, moi aussi, c'était compliqué qu'il soit pas là à la maison, mais un tournant, ouais, un tournant dans la famille, et qui nous a encore plus resserré. Ok. Et puis, finalement, très jeune, tu arrives au Servette Junior. Alors, au début, j'étais à Grand-Lancy, donc j'ai fait toute ma formation à Grand-Lancy, qui n'existe plus. Maintenant, c'est le FC Lancy, qui a regroupé donc, le petit Lancy et le Grand Lancy, qui ont fait qu'un club et tous les matchs jusqu'à ses 12 ans. Les 12 ans, ça correspond aussi au départ de mon père, donc à Lugano. Donc, c'était aussi en 96, tu vois. Et en fait, à Grand-Lancy, on était une très bonne équipe, on avait beaucoup de talent. Et il y avait toujours le loup blanc au bord du terrain. Le loup blanc, c'était Christian Lanza. Christian Lanza, c'était un grand monsieur pour beaucoup de jeunes. Et on appelait le loup blanc parce qu'il était déjà grisonnant à l'époque, avec sa grosse moustache blanche. Et c'est lui qui recrutait tous les jeunes, qui prenait ensuite avec lui un certain la Servette. Après, à cet âge-là, tu sais, tu ressors vite plus, même si tu n'as pas énormément de talent. J'ai jamais été un joueur de grand talent, mais tu mets quelques buts, tu fais 2-3 gestes techniques, tu vois. Parfois, ça suffit pour te faire repérer, et puis il te prend, et puis ça peut marcher ou ça peut pas marcher, mais il avait quand même l'œil. Et finalement, assez rapidement, tu rejoins la première équipe du Servette FC. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? Bah écoute, à la fois très difficile, à la fois un rêve qui se réalise bien sûr, parce que tu touches du doigt ton objectif, même si tu es encore à des années-lumière, parce que d'intégrer le cadre de la première équipe, ça veut pas dire que tu vas être joueur professionnel, tu vois. Ça veut juste dire qu'on mise un petit peu sur toi, en tout cas pour le futur, et qu'on croit un petit peu en toi, mais après il faut encore prouver. Et moi, tu vois, on avait un préparateur physique à l'époque qui était Paolo Rongoni, qui a fait une grande carrière à la suite de préparateur physique, qui a suivi Rudy Garcia à Rome, à Marseille. Donc il était très dur, très dur, mais un très bon fond. Mais par contre, les joueurs, à l'époque en tout cas, c'est comme ça, comme je le ressentais, les joueurs étaient un peu des numéros, quoi. C'était vraiment un petit peu à l'ancienne. Et, un peu militaire. Ouais, un petit peu militaire, mais beaucoup de compétences. Les grandes compétences, vraiment. Et il m'a fait tout un programme de musculation. C'est vrai que j'ai pris 2-3 kilos de muscle assez rapidement. Et puis, ça m'a aguerri aussi, dans la tête, mentalement. 2010-2011, la consécration, remontée en Super League. Quelle a été ta plus forte émotion? Ma plus forte émotion, d'abord le but contre Vaduz, parce que le but contre Vaduz, il était crucial dans la mesure où c'était un match, c'était une confrontation directe. On était troisième et Vaduz deuxième, ils avaient beaucoup de points d'avance, ils avaient 8 points d'avance. C'est énorme. S'ils gagnent, c'est fini. Si on fait match nul, c'est foutu parce qu'il reste, je sais pas, il restait 7-8 matchs, je pense. Donc on avait vraiment peu de marge pour essayer de les rattraper. Donc un grand tournant, et il y avait un partout, c'était une équipe de merde, franchement, ils cassaient le jeu, hyper physique. En plus, on détestait aller jouer là-bas à 5 heures de bus, donc voilà, match aller, ça a été, je crois qu'on avait gagné, mais ça a été compliqué aussi. Et là, donc on les reçoit à la Praille, gros match, il y avait 5-6 000 personnes, ce qui était énorme à l'époque, tu vois, genre monstrueux. Et je commence pas ce match, puis je vois Alves me faire rentrer. Et c'est drôle parce que je loupe ma première passe, il me braille dessus comme jamais. Il était tendu aussi, tu vois, il jouait aussi pas sa vie, mais c'est un match hyper important, quoi. Dans le money time, tu vois, money time, il restait 15 minutes, bref, je me mets pas du tout en confiance sur mon premier ballon. Et lui me met encore moins en confiance, tu vois. Et bref, match super accroché et tout. Je me souviens de rien d'autre. Je me souviens de ce premier ballon et du dernier. Okay. Et le dernier, c'est un centre. C'est Jérôme Schneider qui fait une reprise. Le gardien qui nous a pourri le match parce que il perdait du temps, il faisait exprès, il faisait son cirque, il gueulait sur l'arbitre, sur les corners. Je pense que c'était un enfer. Peter Yévé, il s'appelait. Et le con, il volait bien frais parce qu'elle n'était pas facile, mais il rebondit juste avant, le terrain refusait, il veut la prendre, et ce con il se loupe.
Elle dévie sur le côté gauche. Moi, j'étais là. On était tous dans les 16 mètres quasiment, mais elle me rebondit. Et ce moment, mais je le revois en slow motion, je te jure. Le temps était suspendu parce que je vois ce ballon. Et en fait, j'ai le temps de repenser au match de Coupe Suisse contre Bâle qu'on a eu à la fin du premier tour. Okay. Et pendant ce match-là, on a fait un grand match. C'était le grand Bâle. Hein. Grand Bâle 2011, il jouait à la Champions League. Il y avait encore Alex Frey, Chaka, Shaqiri qui arrivait, qui était jeune, qui était déjà super fort. Il y avait Stöcker, c'était que des internationaux. Grand FC Bâle. On fait un super match, on va jusqu'au penalty. C'était le 8e ou le 16e du final de Coupe Suisse, je sais plus. 16e, je crois, ouais. On va jusqu'au penalty, mais avant la séance de penalty, il y a une action où il y a Marcos de Azevedo qui a un contre un contre Sommer. Yann Sommer. Tu vois, grande carrière aussi par la suite. Il a un contre un, c'est la 119e minute. Après ça, le match est fini. Seul devant. Un contre un, on pense qu'il va frapper. Il essaye de faire la feinte de frappe. Et il fait le crochet, Sommer, avec son nez, il anticipe super bien. Et il arrive à la dévier juste comme ça. Et moi, je suivais. Et j'arrive en même temps que lui sur le ballon. Et je tape le ballon. Mais je tape pas pour lui casser la tête, tu vois. J'ai peut-être ce centième ou ce millimètre de, je sais pas, de respect pour lui. Je sais pas, un truc qui m'a retenu de vraiment, mais le défoncer. Peut-être ça aurait, tu vois, parce qu'il a quand même les deux mains. Peut-être ça aurait pas suffi. Peut-être que l'arbitre aurait sifflé faute. Mais moi, j'aurais joué le coup à 120%, puis je l'aurais démonté, puis peut-être ça aurait passé. Là, je marquais le but du 1-0 contre Bâle. Et puis là, c'était pas mal. Ça aurait été pas mal. Pas manqué. Voilà. Et j'ai le temps de repenser à cette action pendant l'action contre Vaduz. Et je me dis, cette fois, je vais démonter ce ballon, je m'en fous s'il part au-dessus. Voilà. Parce qu'il y avait le défenseur, pareil, même situation, il y avait le défenseur qui arrivait au même moment, donc qui allait tacler et qui a taclé, et qui m'a d'ailleurs défoncé la cheville. Mais j'ai tellement mis de conviction dans ce ballon que c'est rentré, propre, nickel, et puis je me suis... j'avais ma cheville qui était en sang, en fait. Mais je m'en suis pas du tout rendu compte. T'as tellement d'adrénaline, après j'avais mon bail. Ouais, t'as le tour du stade. Il y a Pizina qui m'attendait comme ça. Si on regarde la vidéo, c'est marrant. Mais il m'attendait comme ça, donc je cours. Puis je tombe dans ses bras, et ça tombe pile devant le banc de Vaduz. Donc on fait un TAD, mais genre à 2 mètres, tu vois, du banc de Vaduz. C'est même pas voulu, tu vois, mais pour eux, c'est... Et voilà, grand moment. Ça, c'était vraiment un très très grand moment qui a lancé une série incroyable. On a fait remonter, on a dû faire 9 matchs, je sais pas, on avait fait 9 matchs ou 10 matchs, 27 points. On a perdu un match à Le Carnot. Juste après qu'on ait gagné 6-0 ou 1, je sais plus, 6-0, je crois, à Lugano. On avait une semaine anglaise au Tessin. C'était tout le long là-bas, c'était un moment aussi, ça, parce qu'on avait une équipe extraordinaire. Bonne ambiance dans les vestiaires. Ouais, c'était fabuleux. C'était un groupe de potes. Hein. Vraiment, c'était fabuleux. Donc, on se pavanait, on a fait une semaine au Tessin, c'était magique. Premier match, Lugano, on les tape, on les explose. Et c'était premier, hein. On leur met 6-0 là-bas. 3 jours après, on doit aller à Le Carnot. Rien à voir, petit stade. Tu vois, Lugano, c'est déjà un stade sympa, stade qu'ils ont eu jusqu'à récemment, voilà, qui est en construction maintenant, qui est en démolition pour faire un nouveau, mais c'était un beau petit stade. Ironie aussi, c'est où mon père a entraîné, tu vois, c'est son expérience à Lugano. Symbolique. Ouais. Symboliquement, c'était très fort. On fait ce match, on va à Lugano, à Le Carnot après à côté, et on se prend les pieds dans le tapis. Et Le Carnot qui était dernier, ou avant-dernier, et on se fait avoir. Match qui tourne pas du tout. Après 2 minutes, il y a son frère qui se fait péter la pommette, out jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Julian Esteban, le grand buteur qui était en forme exceptionnelle, il se blesse à l'adducteur, out jusqu'à la fin de la saison. Tout va de travers, on perd 3-2. Et je me souviendrai toujours, après le match, nous on était abattus, Bati il sort, il pleurait sur le banc, enfin, pour nous la fin du monde, vraiment. On était tellement dans le truc, on était fin du monde, on arrive dans le vestiaire, un silence de mort, et t'as Joël Alves qui dit les gars, vous savez, j'ai jamais gagné de trucs faciles dans ma vie. Donc en fait, il y a encore tout est encore ouvert et tout est encore possible. Jamais gagné de trucs faciles. Le chemin est jamais facile. Ça nous a complètement retourné le truc, et puis on s'est très très vite projeté sur la suite. Voilà, avec les moments qu'on sert sur
ce match incroyable contre Bellinzone à la Praille. Voilà, des plus grands souvenirs, donc but contre Vaduz, soit puis ce match contre Bellinzone. Ouais. T'as eu des blessures importantes? Oh là là, plein. plein. Qu'est-ce qu'on retient de ces blessures? Parce que, évidemment, on est sur le banc de touche, on souffre. T'es dans quel mindset à ce moment-là? Bah, t'es dans le mindset de revenir le plus vite possible et de faire ce qu'il faut dans ta rééducation pour revenir le plus vite possible, peut-être encore plus fort physiquement qu'avant ta blessure. Voilà, c'est tout le temps un chemin qui est très individuel. C'est un chemin que tu partages avec toi-même, mais avec une personne qui est le préparateur physique et une autre personne qui est le physiothérapeute, qui te suit vraiment, mais à la fin, nous, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'individualisation que maintenant. Une réathlétisation, maintenant, tu as un prépa physique qui te suit tous les jours, un physio qui te suit tous les jours. C'est déjà comme ça, mais beaucoup moins poussé, quoi. Et à ce moment-là, on avait un préparateur physique qui s'appelle Riccardo Dionisio, qui a été entraîneur après, aussi un Super League, un mec exceptionnel, qui m'a pris sous son aile, vraiment, avec qui j'ai des souvenirs incroyables. Et aussi, on faisait en fait notre éducation en parallèle. Ça c'était cool avec François Moubanji, qui a eu aussi par la suite qui a été repéré par Joao Alves au premier tour. Il était junior de Mera. Et Joao Alves, il voit ce petit latéral gauche, il dit mais c'est qui ce mec? Je le prends. Il l'a pris et 6 mois après il était titulaire avec nous. Donc il avait un flair incroyable pour les jeunes, Joao Alves. Et donc Moubanji s'était blessé, on était les deux en rééduc. Et je me souviens qu'on a eu beaucoup de moments ensemble dans la réathlétisation, notamment sur les exercices. Voilà, moi je sortais d'une blessure en fait qui était dure parce que c'était sous le pied, tu vois, sous l'orteil. Donc truc qui arrive jamais, quoi. Tu vois, je me suis pété le ligament sous l'orteil. Donc j'ai eu un plâtre en fait où j'avais mon orteil qui était pour que le ligament dessous se ressoude bien. J'ai dû mettre mes orteils comme ça. Tu vois, j'avais un plâtre recroquevillé pour bien que le ligament se ressoude dessous. Bien sûr, vraiment atypique, tu vois. Je sais pas comment j'allais revenir, quoi. J'ai eu des douleurs très longtemps, mais au final, ça s'est passé, et puis ça s'est plutôt bien passé, quoi. J'ai eu de la chance. Ben voilà, ouais, les blessures, plus généralement, c'est, je pense, la plus dure que j'ai eue, mentalement. Et tu as une phrase ou un mantra que tu te répétais dans ces moments-là en disant non, mais ça va forcément payer à un moment donné? Ben. Écoute, non, mais je me suis toujours dit que si tu es sérieux dans ton travail, ça paye au bout d'un moment, quoi. Ça paye d'une manière ou d'une autre. Et y compris pendant les blessures. Donc si tu es sérieux et que tu fais bien les choses, je me suis toujours dit que ça allait payer, voilà. C'était un petit peu mon mantra. Ouais. À quel moment tu t'es dit, ok, maintenant ma carrière de footballeur s'arrête, il est temps pour moi de faire autre chose? Le premier pas vers la reconversion, ça a été la fin de l'aventure au Servette, je pense. Servette a été toute ma carrière, toute ma vie pendant 20 ans, plus de 20 ans. Et puis quand tu arrêtes avec ce club, forcément, c'est dur de se reconcentrer et puis de se remettre dans une nouvelle aventure, même si tu fais tout pour. Inconsciemment, il y a quelque chose qui se casse, je pense. En parallèle à ça, j'ai déjà un pied dans le village du soir, un truc qui me passionne, je me découvre vraiment un vrai intérêt au quotidien pour tout ce qui est programmation, pour tout ce qui est organisation. Tous les après-midi du village du soir, on a ouvert en 2016. Alors, je te propose, avant qu'on attaque l'histoire du village du soir, juste quel a été le déclic où tu t'es dit, ok, là, j'arrête le foot en tant que professionnel et vraiment je clore ce chapitre pour en poursuivre d'autres. Ouais, bah, en réalité ça s'est fait un petit peu progressivement parce que je me suis pas dit à un moment je clôt le chapitre professionnel parce que quand j'ai signé à Nyon, j'étais quasiment professionnel, on s'entraînait aussi les matins et tout, tu vois. Donc, mais c'était plus comme à Servette, évidemment, t'as pas les mêmes exigences, t'as pas les mêmes infrastructures. Voilà, donc j'ai fait 6 mois à Nyon, ensuite je suis allé à Carouge. Avec Jean-Michel Léby. J'avais aussi souvent des blessures, j'avais mon disque jambier qui lâchait souvent, puis je sentais que j'arrivais un petit peu au bout, même si j'ai fait ce que j'ai pu, et apporté ce que j'ai pu,
je sentais que ça arrivait au bout, donc j'ai pu finir sur une montée, tu vois. C'était super, on est monté de première ligue en première ligue promotion. Et là, je me suis dit, c'est bon, on arrête. Bon, j'ai fait le tour. Après, c'était en 2019. J'avais déjà 2 ans de Village du Soir derrière moi, tu vois, ou 2 ans et demi. Parce qu'on l'a ouvert en 2016, donc j'étais déjà dans la programmation, j'étais déjà dans la communication, j'étais déjà à fond dans cette aventure, quoi. Mais j'étais déjà plus professionnel, tu vois. Quand j'ai signé à Carouge, on était en première ligue classique. Tu vois, même si le club avait des ambitions et super, il y avait un super groupe, ça a été une belle aventure, c'était déjà un pas vers la reconversion, tu vois. Ça s'est fait progressivement, donc c'était très bien comme ça. Ok, écoute, ce que je te propose, avant qu'on attaque le chapitre du Village du Soir, c'est qu'on fasse un petit jeu, histoire de... Voilà. Okay, Prendre une petite pause. On est à peu près à la moitié de l'épisode, et c'est l'heure de faire une pause fun, avec l'entracte. Pendant 5 minutes, mon invité va jouer au jeu de la dernière fois que. Le principe est simple. 5 questions qui commencent toutes par la dernière fois que. Il a le droit à 3 jokers s'il veut éviter une question. Prêt ? C'est parti. La dernière fois que j'ai fait une rencontre insolite, peut-être pendant mes diplômes d'entraîneur, c'est marrant parce que ça rejoint un peu aussi ce côté programmation et puis foot et programmation ou événementiel. J'étais au cours d'entraîneur à Fribourg et on était en train de passer le diplôme B+, je crois. Et puis, tu sais, t'as des ordres de passage, en fait. Donc, tu dois faire un exercice, c'était le cours pratique, l'examen pratique. Donc, tu dois donner 1 ou 2 exercices en tant qu'entraîneur, comme si c'était ton équipe, et puis on te juge là-dessus. Donc, tous les participants attendent leur tour, et puis, entre-temps, en attendant ton tour, pour passer le temps, tu parles avec les autres, quoi. Puis, je parle avec un gars que j'aimais bien, qui était assis à côté de moi pendant toute la semaine, puis je finis par lui dire putain, tu fais quoi dans la vie Et puis il me dit moi je suis programmateur du MAD de Lausanne. J'étais là, ouais, genre, le MAD de Lausanne, le MAD quoi, le club, le club mythique, tout. Il me fait ouais, tout. Je fais ah ouais, putain, parce que tu sais, moi je suis au Village du Soir. Ah ouais, tout, trop bien. Hein. Je lui dis, tu sais, j'organise aussi des événements latinos qui sont cool, qui marchent super bien et tout. Donc si ça te branche, un jour, on peut se faire un truc ensemble au MAD, quoi, pourquoi pas. Mais je lui dis ça comme ça, tu vois. Et le con, il me rappelle quelques semaines après, ouais, ça te dirait qu'on fasse et tout. On s'est vu sur place. Là. Et puis pendant 4 ans, ça vient de se finir, là, mais pendant 4 ans, j'ai eu une résidence au MAD de Lausanne, au 3e étage, où j'ai fait mes événements. Excellent. 1 fois par mois, tu vois. C'était incroyable. Ok. Et un truc, et voilà, tu vois, des rencontres. Ma vie est faite de rencontres un petit peu comme ça, qui donnent des possibilités ou des ouvertures géniales, quoi. J'adore. Validé. Et de une. Hein. Allez, je me suis dit, il faut oser. En fait, c'est souvent pendant des discussions ou des négociations. Ok, très bien. Plutôt au niveau pro. Ouais. Je me suis dit, ça va mal finir. Je me dis jamais que ça va mal finir. Je suis tout le temps dans un esprit positif, en général. Donc c'est vrai, j'essaye tout le temps de trouver des solutions avant que ça finisse mal. J'ai eu une belle galère. La belle galère, c'était le Covid, quoi. Ouais. Ah bah, la belle galère, c'était le Covid, surtout pour moi. C'était une belle galère. Ouais. J'ai eu un moment gênant. La dernière fois que j'ai eu un moment gênant... franchement, les moments gênants, c'est quand quelqu'un vient te dire bonjour et tu sais pas qui c'est. C'est quoi, je vais t'offrir le jeu. Peut-être si jamais tu veux découvrir les autres cartes. Ouais, merci. Ça va être sympa. Merci beaucoup. C'était l'entracte, sponsorisé par la société suisse infiniprinting.ch, qui a imprimé ce jeu de cartes pour nous. Vous avez aimé ? Dites-le en commentaire et surtout, proposez vos idées de questions la dernière fois que pour les prochains invités. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu l'histoire du Village du Soir. Comment tu es tombé dans cette aventure ? L'histoire du Village du Soir, ça commence à l'anniversaire. On était avec ma sœur et je rencontre Seb Courage, qui a été le fondateur du village, qui venait d'arrêter le Moa Club. Oui, bien sûr, moi je l'ai connu. Tu t'en souviens à l'époque, qui était à Vernier.
un endroit où j'allais vraiment pas souvent. En plus, avec le foot, c'était compliqué de trouver des moments, mais après les matchs, j'aimais bien sortir, mais pas forcément justement moi. Mais je savais qu'il avait très bien réussi. Et je regardais un petit peu la prog qu'il faisait, c'était vraiment super. Après, il y a eu des mecs comme Avicii, tu vois, avant qu'il perde. Donc, il a vraiment le nez. Ah, c'est même avant qu'il perde? Non, ah oui, wow. Il y a eu beaucoup de gens avant qu'il y ait des Pitbull aussi, des superstars mondiales. Moi, j'étais allé voir Pitbull. Ah ouais, tu vois, ouais. Voilà. Ouais. Il a fait des superstars. Il y a très longtemps. Mais il a toujours eu le flair pour faire des super coups, tu vois. Il a fait cartonner ce mois comme ça, et puis là, il avait arrêté. On était à un anniversaire d'un pote en commun, je suis envie de dire qui c'est, et c'était le même moment. Non, mais honnêtement, je sais même plus. C'était justement, alors pas un pote, mais une connaissance, je sais plus. On était un ami, et on parle un peu, c'est un mec que j'appréciais, et je lui dis, bah écoute, si tu rouvres un truc un jour, j'ai un petit peu d'argent de côté, pourquoi pas s'associer, et puis faire, ouais, ok. Le lendemain, il me présente un projet. Wow. Le lendemain, il m'appelle, écoute, j'ai un truc à te présenter, qu'il avait déjà présenté à Mathias, Keliez, le pote de toujours du foot. Il m'en avait pas encore parlé. Puis du coup, Seb, il me présente un projet qui est au centre-ville, qui s'est pas fait. Au final, c'est pas le village, c'est en 2015, mais il a su, du coup, par la suite, que j'étais intéressé à investir peut-être dans un truc comme ça, quoi. Et puis, je sais pas, quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, vient le projet du village du soir, qui était à la base qu'une salle. C'était la grande salle qui s'appelle la carrosserie, maintenant plus la distillerie. Et en fait, c'était le garage Agu. Parce qu'à la base, c'est vraiment des containers qui ont été... Ouais, enfin, c'est un garage. Un garage. C'est un garage, ouais. C'est même pas un container, c'est un vrai garage qui s'appelait le garage Agu. Et Agu, il venait tout le temps nous voir au match. Un mec que je connais, un mec super sympa que je connais aussi du Servette, en fait. Je le croisais souvent au match, après les matchs. Et c'est drôle parce que c'est lui qui a remis le garage, qui remettait ce garage. Seb a vu cette possibilité d'en faire un lieu événementiel. Et voilà, il a fait ce projet exceptionnel d'avoir un multisalle, donc, qui s'appelle maintenant. Donc, tu as le car wash qui était là, qui est maintenant la distillerie. Tu vois que c'est une salle en longueur. En fait, c'est un car wash. Il y a des voitures qui rentraient dedans comme ça. C'est pour ça que cette salle est un peu en longueur. Et puis tu as la grande salle qui s'appelle la carrosserie, justement, qui était la carrosserie Agu. Voilà. Et donc c'était que ça au début, le village du soir, et c'est devenu ensuite avec les extérieurs plus en face la salle de l'épicerie, qu'on a pu récupérer aussi, qui a fait cette salle un petit peu plus style urbaine, musique latine, etc. Donc on a pu avoir 3 salles au lieu de 2. C'est fabuleux, plus tous les extérieurs qu'on a pu occuper. Et voilà. Ça a créé ce lieu exceptionnel. Et il s'est inspiré de Berlin. Créer tout ce qui se fait à Berlin, en fait, c'est friche industrielle un petit peu. Délaissée, délabrée, que tu réaffectionnes et que tu refais pour en faire des lieux événementiels. Et ça se fait beaucoup à Berlin. Donc ça a été une grosse inspiration qu'ont eu Seb et Julien de Tassigny aussi, qui a eu un énorme rôle, qui est l'ancien directeur, qui a eu un énorme rôle dans la conceptualisation de tout le village. Et pourquoi ils ont appelé ça le village du soir? Parce que le village, forcément, c'est la reproduction d'un village en tant que tel, avec ses ruelles, avec ses espaces différents, avec ses pôles de vie. Donc tout ça fait partie du concept. Au début, c'était que le village. Et un soir, je me souviens encore, on était je sais plus où on était dans une autre discothèque avec Seb. Et puis il me fait, écoute, j'ai trouvé un nom encore mieux, le village du soir. Le village du soir, bestial, quoi. C'est un truc quand même un peu nocturne, mais pas trop, parce que ça reste un lieu culturel où tu dois faire tu dois proposer des événements aux gens en début de soirée, tu vois. C'est pour ça qu'on fait énormément de trucs en début de soirée aussi, même la journée. Très récemment, on a fait un truc pour les enfants, tu vois. Donc c'est vraiment un truc hyper ouvert à tout, pas seulement la nuit. Du soir, ça s'y prêtait vraiment très bien. Donc voilà. Ça a été la genèse du projet. En 2016, octobre 2016, quand on a ouvert, déjà auparavant, il y a toute une préparation de 6-8 mois, bien sûr, qui s'est faite dans les bureaux là en face. C'était pas encore ces bureaux. Et moi, j'ai vite remarqué que ça me passionnait, quoi. Parce qu'il y avait un tel fourmillement d'idées, de créativité, une énergie exceptionnelle qui dégageait de ce bureau. Et moi, ça me passionnait aussi, en fait. Ça me
passionné de voir comment il réglait les problèmes. C'est évidemment beaucoup de problèmes dont on s'imagine même pas l'existence. Non, avant qu'on ouvre. Ah. Même avec, je sais pas, ce meuble qui va pas, ou cette conduite qui va pas, ou tu sais, ça reste un lieu industriel. Oui, donc, parce que vous avez dû transformer tout, en fait. tout a été transformé. Tu parles d'un garage. Un garage, quoi. C'est pas du tout un lieu pour faire de la musique à la base. C'est un petit peu un boulot de fou, quoi. Et puis, moi, ça me passionnait de voir comment ils s'entouraient, comment ils cherchaient des solutions. Tout le temps à dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'était quelque chose qui m'a suivi encore aujourd'hui. Pas de problème, que des solutions. Quelle est votre secret sauce, un petit peu? Ouais, ça Qu'est-ce en qui fait fait que vous êtes partie. unique? Ça en fait partie. Et puis la créativité. Franchement, la créativité, toute la diversité qu'il y a au village, ça fait partie de multiples brainstorming, des discussions qui durent des heures et des heures, et si on fait ça, puis après tu pars sur d'autres trucs, puis après tu reviens, puis après tu cherches des solutions à des problèmes. Quelle a été la soirée pour toi la plus mémorable qui a eu lieu ici? Alors, en ce qui me concerne, celle que moi-même j'ai créée, ça a été l'événement le tout premier qu'on a fait du Dia de los Muertos, le jour des morts mexicain. Le jour des morts mexicain, c'est un très très grand carnaval qui se fait au Mexique une fois par année où tu fêtes les morts. Mais c'est un truc très festif. C'est que tu fais des offrandes en fait aux personnes qui sont décédées ou tes proches qui sont décédés. Bon, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Mais c'est un concept très festif où tu as beaucoup de musique, tu as des concerts, tu as de la danse, les gens se déguisent, les gens se maquillent, tu sais. Ah, avec les fameuses têtes de mort, les fleurs et Exactement, autres. exactement. Et le film Coco a donné à l'époque une grosse visibilité à cet événement. Et j'avais vu ce film et je me suis dit, ça commençait à se faire, à gauche, à droite. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire au village? Et on a appelé ça le Pueblo de los Muertos, parce que Pueblo, c'est village. En fait, on a redécoré tout le village aux couleurs du jour des morts mexicains. Ça devait être trop beau. Ouais, c'était génial. Et on a mis des stands de maquillage. Justement, on a offert des trucs aux gens, des bonbons, etc. Comme ça se fait au Mexique, en fait. On a vécu des mariachis aussi, hein, des concerts typiques de là-bas, des cours de danse en début d'événement. Enfin, c'est vraiment un vrai gros concept qui parle aux gens et qui était hyper tendance, qui l'est toujours aujourd'hui. Ça reste un des nos plus gros événements de l'année, quoi, qui attire des milliers de personnes. Donc ça a été vraiment un événement super marquant. Et j'avais fait aussi le Festival des héros. Donc je suis passionné de manga, de culture japonaise en général. Je me suis dit pourquoi pas faire un festival autour de toute cette culture. Donc on a fait ça avec un associé, Stéphane, et ça s'est très bien passé. Après c'est beaucoup de travail pour un public hyper exigeant, parce que tu vois, presque trop de travail, c'est un truc qu'on a un petit peu abandonné depuis. Mais toutes les Un peu niche. Ouais, c'est exactement, ouais. Ici, donc, en Suisse, tu as Polymonga, qui est la référence, tu vois, mais c'est des dizaines de milliers de mètres carrés, des centaines de stands, un truc monstrueux. Nous, voilà, c'était peut-être, c'est beaucoup de travail pour un public qui reste encore un petit peu de niche, et voilà. Est-ce que tu as le souvenir d'une soirée flop? T'attendais, je sais pas combien de milliers, puis au final, il y a eu des dizaines ou des centaines de personnes seulement. On a de la chance, on n'en a pas eu beaucoup, voilà, comme ça. Tu t'es dit, là, c'est un concept de dingue, je sais pas, un concept des États-Unis ou ailleurs, et t'as essayé de l'adapter ici, puis en fait, non. Ah oui, peut-être récemment, le festival Tribute. Ça, on a fait tout un concept avec plusieurs concerts de tribute à des grands artistes, donc Queen, je sais pas, Lenny Kravitz, tout ça, joués par des groupes de sosie qui ont une super voix aussi. Qu'on voulait se faire au stade au début, mais il y a une tempête qui était annoncée, donc on a dû rabattre ça ici. Et puis on attendait au moins 1000 personnes, puis on en a fait 400 ou 500, enfin c'était une petite déception. Pas un flop, tu vois, mais une petite déception quand même. Ouais. Parce qu'on s'est donné beaucoup de mal aussi. Mes collègues se sont donné aussi énormément de mal dans la programmation, etc. Et ça n'a pas eu le gros succès. Ça arrive. Ouais, bon, c'est sûr. Et tu parlais des collègues, vous êtes une équipe de combien de personnes aujourd'hui? Ouais, alors mes collègues directs, ce sont
Olaf Zweifel, direction artistique, Ralph aussi, directeur artistique, DJ Ralph aussi, qui était un des pionniers aussi de la musique électronique en France, hein, qui a produit beaucoup de DJ, dont Avicii, quand il a fait des remixes avec lui aussi, etc. Donc, deux personnes extraordinaires qui m'ont appris énormément de choses, en plus de Julien de Passini, qui a été directeur, mais qui a arrêté, donc j'ai pris sa place après en 2018, et qui a été une source d'inspiration exceptionnelle. En fait, il n'y a que des inspirations. Je suis entouré de personnes qui m'ont inspiré. Fabuleux. C'est génial. Fabuleux. Et puis, entouré des meilleurs, quoi. Ce qui se fait de mieux dans ce milieu-là, de l'événementiel. Donc, j'ai appris à vitesse grand V, en fait, à tous les niveaux. Programmation, communication, voilà, tout ce qui est booking, tout ça, c'était... Parce qu'au final, ton ancienne vie, qu'est-ce que tu utilises peut-être dans ton quotidien de cette vie de footballeur professionnel? En fait, je pense que le plus gros parallèle que tu peux faire, c'est la préparation de la semaine pour le week-end. C'est que ça, là, on croit que peut-être qu'on ouvre la clé du village et puis ça se fait comme ça, mais non, c'est comme l'entraînement de la semaine avant le match du dimanche ou du samedi, tu dois tout préparer. Idéalement, plusieurs mois à l'avance, ce qu'on essaie de faire maintenant avec une autre de mes collègues directes, Corinne, qui est responsable marketing, et son assistant, Kevin. On essaie de mettre tout ça en place parce qu'on a sorti en plus une gazette maintenant où on va donner la preuve pour les 6 prochains mois. Donc on essaie d'avoir... C'est exigeant. Ouais, c'est très exigeant. Mais je dirais cette préparation, voilà, que tu as, préparation physique, avant un tour au foot, où tu te prépares pour les 6 prochains mois, voilà, on prépare notre prog, c'est pareil, voilà. Ça, c'est vraiment le parallèle que tu peux faire. Et t'as déjà fait une soirée avec des anciens joueurs de foot, un truc genre rassemblement ou... Bah écoute, on a un partenariat avec Servette. Ok. Donc c'est super, ils ont fêté la Coupe Suisse chez nous, la GSHC a fêté son titre chez nous. Donc on a fait ces événements-là en partenariat, et c'est un partenariat génial parce que ça donne une visibilité. Et à eux pour le côté événementiel, et à nous pour le côté sportif aussi, même culturel du village. Donc ouais, forcément on a eu tous les joueurs actuels, du hockey, du rugby aussi, et du foot, quoi. Donc c'est un partenariat vraiment hyper important et qui nous tient beaucoup à cœur ici, forcément aussi moi avec le lien, tu vois, qui me lie à Servette, donc on participe aussi au repas de soutien, c'est cool, quoi. C'est cool. Est-ce que tu te souviens d'une soirée où il y avait tellement de monde que vous avez dû refuser des entrées? Ouais, beaucoup, ouais. L'événement du Diable de Los Muertos, on a souvent refusé des gens, mais ça arrive souvent, hein. Malheureusement le village ne peut pas pousser les murs, donc faut que ça reste sécure, faut que ça reste agréable, voilà. Si c'est trop plein, c'est pas agréable. Meghaloween, on s'est déplacé, tu vois, la soirée d'Halloween, qui s'appelle la Meghaloween, on a dû la déplacer au stade. Et on a fait un partenariat avec le stade donc en 2023, et en 2024, on a carrément été à Palexpo, et on a fait 10 000 personnes. C'est un truc on n'arrive plus à caser ici. Fabuleux, hein, mais c'est des nouveaux défis, presque des nouveaux concepts, hein, parce que là, tu pars sur un mode festival. Quand tu fais un truc à 10 000 personnes, normalement, c'est quelque chose qui te prend une année de travail pour préparer un événement comme ça. Puis voilà, là, on l'a fait en 4-5 mois, quoi. C'était un défi gigantesque, mais heureusement, ça s'est bien passé. Donc, on va le refaire, probablement cette année, quoi. Tu te souviens d'une vraiment grosse galère que tu as eue en organisant une soirée où tu t'es dit, mais attends, je vais jamais y arriver, c'est pas possible? Ouais, je pense que c'était la Meghaloween. Alors moi, j'étais moins impliqué vraiment dans l'organisation pure, mais mes collègues se sont vraiment pris la tête pour la Meghaloween à Palexpo, ouais, parce que ça a été vraiment une course contre la montre, en termes d'infrastructure aussi, toute la déco, ça a été une monstre prise de tête parce que la déco venait de l'étranger. Mais maintenant elle est là et on la gardée pour toutes les éditions, mais ouais, logistiquement et dans la prog, etc., ça a été un gros défi. Ouais. C'est quoi les projets du village du soir? Si je te parle de moyen court terme, bah, toujours innover, toujours évoluer, toujours créer de nouvelles choses, de nouveaux concepts, de nouveaux espaces. On a des conteneurs qui vont arriver au-dessus de la cour, normalement l'été prochain, qui vont donner encore un nouvel espace aux villageois. Et puis, si je te parle très long terme, moyen long terme, on va dire, c'est les constructions futures qui accueilleront le futur village, quoi. Mais ça, c'est pas quand ça va commencer. On a un bail, en tout cas, jusqu'à fin 2027.
Et puis après, on verra bien ce qui se passe. Ces constructions-là, elles sont encore en phase de développement par la régie Yang. Et, on aura des locaux dedans, de très grands locaux. On va pouvoir certainement faire aussi des salles de concert, enfin des trucs magnifiques, magnifiques. Grosse extension, alors. Ouais, grosse extension, mais c'est des travaux qui vont durer longtemps, donc il va falloir se recaler quelque part, et ça c'est aussi un gros défi sur lequel on va bientôt se pencher. Ça arrive vite, mais on n'a pas forcément encore de plan B pour la relocalisation du village pendant la période de travaux. Donc, Comment cette transition? Ouais, exactement. Donc, là, il y a du défi. Ouais, gros défi. Si tu veux accueillir de nouveau 1500, 2000 personnes par soir, il faut trouver la salle à Genève. Donc, on va voir. J'aimerais qu'on parle aussi de Blue Sport TV. Ouais, avec plaisir. Raconte-nous un petit peu comment t'es rentré là-dedans. Je crois que c'était il y a 2 ans que t'as démarré en tant que consultant. 2022, ouais, 2 ans et demi, ouais. Été 2022. Bah écoute, pareil, une rencontre. C'était avec Daniel Romano, où j'avais participé à l'émission match après match. J'avais déjà fait 2-3 émissions, mais vraiment hyper espacé dans le temps. Enfin. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié aussi. J'ai fait une fois à la CNES, j'ai fait les Morts Bleus aussi qui m'invitent souvent, je les en remercie. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié en fait, d'être devant les caméras. Même si je suis à la base quelqu'un de très timide, je me sens assez à l'aise de parler. Tu vois, c'est spécial et paradoxal, mais voilà. Et puis Blue Sport, en fait, j'avais participé à l'émission match après match, je crois, et puis on avait parlé avec Daniel Romano, le présentateur encore aujourd'hui un des présentateurs de Blue Sport, et je lui avais dit, écoute, si un jour tu as besoin d'un consultant, c'est quelque chose qui m'intéresserait, et puis c'est un truc qui me passionne assez, quoi, de regarder aussi les consultants, ce qui se fait ailleurs, aussi sur des chaînes comme Canal, etc. Je trouve que c'est un rôle qui est hyper intéressant, quoi. Il m'a dit, ok, ouais, je prends note et tout, et puis l'image de Seb, il me rappelle, voilà, Dani il me rappelle, et puis il me propose de rentrer dans le team. Énorme. Super, donc on a fait encore une émission un peu test, entre guillemets, à la fin de la saison 2021-2022. C'était le mois de mai 2022, qui s'est bien passé, et puis on a commencé l'aventure régulière dès 2022. Puis génial, ce qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Au début, je faisais que du studio, et que je fasse vraiment du studio pour bien m'habituer. Et puis après, on a fait du co-commentaire. Puis co-commentaire, ça s'est plutôt bien passé aussi. Et, presque deux métiers différents en réalité, hein, parce que d'être studio où tu as l'image, c'est un rôle complètement différent que d'être avec un commentateur et puis de devoir distiller des analyses percutantes et pertinentes surtout pendant un match. Donc deux façons de procéder différentes, mais deux aventures passionnantes dans une aventure globale qui est celle de Blue Sport, où il y a une équipe géniale aussi, quoi. Tu te souviens d'un match que tu as commenté où tu étais, je sais pas, euphorique ou... Bon, tu sais, on n'a pas le rôle d'être... On n'a pas cette figure ou cette posture plutôt d'être partisan d'une équipe à Blue Sport. C'est pas du tout le créneau, c'est vraiment d'être au contraire neutre et puis d'être le plus équilibré possible dans les analyses d'une équipe ou de l'autre, dans le co-commentaire. Donc, moi, je me souviens de mon premier déplacement en Europe. Et ça concernait Servette. C'était à Pilsen, tu vois, la saison passée. Et c'était un match... c'était une aventure de Servette fabuleuse en Europe, déjà d'une. Et puis, commenter ce qui était mon club, c'était à la fois génial, mais à la fois pas facile, parce que tu dois pas être trop avec eux. Donc en fait, tu dois même te retenir et te contenir. Tu dois pas être trop partisan, parce que tu as d'autres spectateurs qui doivent pouvoir voir le match sans penser que je suis pour l'une ou l'autre équipe, tu vois. Mais bon, là en Europe, forcément, t'as un club suisse, je pense pas qu'il y ait beaucoup de téléspectateurs tchèques, tu vois. Donc voilà, ouais. Mais il faut quand même faire attention, donc voilà, peut-être un petit peu réfréner les ardeurs ou trop crier en faveur de Servette, ça c'est pas facile, mais j'essaie de faire du mieux que je peux, et puis le match en lui-même était stressant, en fait, parce que 0-0, difficile, et ça va au pénalty.
Ça va au penalty, C'était- et Servette, au contraire de la Coupe Suisse, ne passe pas. Et puis, voilà, une déception pas pour le foot suisse en général, mais une aventure professionnelle dans ce rôle-là extraordinaire. Par la suite, j'étais à Paris. Commenter Paris-Barça. Ah, Tu vois, genre le Graal, quoi, ce qui se fait de mieux dans le foot mondial. Donc tu découvres le Parc des Princes aussi, un stade que j'imagine pas aussi beau, franchement, superbe stade de foot. Et voilà, des aventures aussi humaines. Franchement, ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est les aventures humaines, quoi. De Et t'as rencontrer fait des des gens. rencontres où tu te dis, ok, autrement que par ce biais-là, j'aurais jamais pu le rencontrer. Bah, au foot, quoi. Tu vois, un gars comme Christian Carambeu, par le biais du foot, tu peux pas. Tu peux pas. Après, moi, la télé, oui, ça touche forcément des portes quand tu vas en Europe. Mais on n'a pas trop de. Tu vois, ça reste une relation presse. Tu fais partie de la presse, quoi, quand tu es consultant malgré tout. Donc, tu rencontres des gens, mais c'est assez furtif, quoi, on va dire. Ouais, c'est super. Mais d'avoir, moi, tu vois, par exemple, ce qui m'a fait quelque chose, c'est on a pu aller au bord du terrain, on a fait un stand-up bord de terrain au Parc des Princes avec Nicolas Menech et à côté de nous, t'avais tous les mecs de Canal, quoi. Que moi, je regarde ça fait quelque chose, quoi. Hervé Matou, c'est un gars que je regarde depuis que je suis comme ça, quoi, sur Canal+. T'es à côté de moi avec le micro, Ouais, j'étais à côté de lui avec le micro aussi, tu vois. Ah, on peut se Fabuleux, sentir petit. fabuleux, ouais. Et d'ailleurs, Hervé Matou, j'ai pu le rencontrer aussi à un événement Hublot. Son père est encore ambassadeur du Hublot. On avait été à l'Accor Arena à Paris. Un mec extraordinaire. Voilà. Comme souvent, les tout bons, ils sont cool, quoi. Ils sont super. Voilà. Ça, c'est des belles rencontres, tu vois. Ok. Même si c'est furtif, ça te montre encore une fois que le tout du panier, des gens qui sont cool et naturels. Est-ce qu'il y a eu un challenge à relever parce que de passer des terrains à être commentateur, la perspective est clairement différente. Est-ce qu'il y a eu un défi à relever pour faire cette transition? Bah, le gros défi, en fait, c'était de se remettre dans le suivi vraiment assidu du foot. Parce que depuis que j'ai arrêté de jouer au foot, je regardais beaucoup moins de foot, en fait. Et je me suis pas vraiment rendu compte, en fait, sur le moment, mais je regardais beaucoup moins de foot et j'ai perdu un petit peu le fil, en fait, des championnats, surtout européens. Alors, le plus dur, vraiment, ça a été de se remettre dans les championnats européens quand j'ai commencé à être introduit dans l'équipe Europe, en fait, de sport. Mais pareil, championnat suisse, pendant 3-4 ans, donc 2019-2022, en tout cas 3 ans, j'ai moins suivi, tu vois. Et il se passe des choses en 3 ans, tu vois, donc en termes d'effectifs, d'équipe, tout ça. C'était un gros boulot de remise à jour. Voilà, pour se remettre dedans. Mais sinon, après, ce qui se fait sur le plateau ou en co-com, c'est des discussions en particulier avec Dani Romano, justement, qui ont une vraie relation qui va au-delà du métier, hein, que je pense qu'on s'apprécie beaucoup. Mais par contre, il ose, c'est super important, il ose me dire, et il ose me faire toutes les remarques qu'il faut, qu'elles soient positives ou négatives, surtout, pour progresser. Et ça, c'est un vrai. J'ai encore, bien sûr, une immense marge de progression dans tout ce que je fais avec eux. Mais je suis content parce que voilà, il ose me faire ces retours-là. Parce que des fois, c'est pas facile. C'est un exemple d'un retour où tu t'es dit, mince, j'aurais pas cru. Ben, déjà, la posture, je vais me tenir plus droit, mais c'est dur, tu vois. Naturellement, t'as tendance à te cramponner, donc il faut essayer de se tenir droit, ça, j'arrive pas encore. C'est une des premières remarques qu'il m'a faites. Et puis, plus prendre position. Parfois, j'ai un peu de retenue parce que je sais que ça peut être mal perçu quand tu étais joueur et que tu as un joueur qui est maintenant au micro et qui émet des critiques. Mais les critiques, elles doivent être constructives, tu vois, elles doivent faire part de ton ressenti. Il faut aussi, je pense que si tu restes dans cette posture, ouais, ça va être bien pris en fait. Mais j'ai quand même peur. Tu aussi à l'époque des commentaires négatifs que tu as pu recevoir. Exactement. Et ça va être bien trouvé, donc t'as pas envie de reproduire la même chose. Ouais, c'est exactement ça. Et comme je vois des anciens joueurs mais qui sont hyper virulents, comme par exemple, je te cite un exemple tout bête, mais un Christophe Dugarry, c'était le premier qui bosse à Canal, maintenant c'était le premier à critiquer les journalistes. À l'époque, quand il était joueur, comme il venait en tweet, machin, il parlait des journalistes dans les yeux dans les bleus, il parle des journalistes. Bon, il y avait un problème avec eux. Maintenant, il est de l'autre côté là derrière. Et au début, il était génial. Je trouve vraiment que c'était un consultant exceptionnel. Puis maintenant, je le trouve, tu sais, dans la surenchère de tout le temps critiquer, et vraiment cassant. Vraiment cassant.
Et ça, moi, j'aimerais éviter ça, tu vois. J'aimerais éviter de tomber dans ce côté un petit peu extrême de tout le temps être trop virulent. Mais voilà, le truc, c'est que ça doit être des faits. Et quand tu vois avec ton œil d'ancien footballeur quelque chose qui te dérange, il faut pouvoir le dire. Peut-être parfois même de manière virulente. J'étais virulent, par exemple, avec Balotelli. Sur une mi-temps où il faisait n'importe quoi, bah, je me suis emporté et puis j'ai pu dire ce que je pensais vraiment, tu vois. Et ça, c'est aussi important. Que les téléspectateurs aient cet œil-là et ce ressenti-là et ce retour-là de quelqu'un qui sait un petit peu comment ça se passe dans les vestiaires, quoi. Dans une équipe de foot en général. Donc voilà, il y a eu ça, et puis il y a eu aussi des prises de parole pendant le co-commentaire, où ça doit parfois être plus court, plus tranché. Voilà, toute cette marge de progression-là que j'ai encore. Écoute, on arrive bientôt au bout de cette interview. Il nous reste les 3 instants signatures que je te propose d'attaquer. Et donc justement, cette jolie baguette magique qui t'a intrigué tout à l'heure, je te la confie. Elle est mignonne. Ouais, elle appartenait à ma fille. Elle s'allume ou pas? Écoute, non, j'enlève les piles parce que tu sais, c'est les bling qui sont très pénibles au moment. Donc non, j'ai pas remis les piles. Et donc l'idée, c'est qu'à partir de maintenant, tout est possible. Tu peux changer le passé, changer le présent, ou agir sur le futur. Et tu as ce pouvoir magique. Tu en ferais quoi? Le passé, je ressusciterai tous ceux qui sont partis trop tôt, tous ceux qui nous ont quittés trop tôt. Le présent, j'éliminerai toutes les maladies de merde qui nous font chier. Tout le monde. Voilà, la santé est le plus important. Si tout le monde pouvait vivre en bonne santé, et physique et mentale surtout, parce que mental, ben, on le découvre un petit peu maintenant, les maladies mentales, les maladies dans le sens de dépression ou mal-être. Si j'avais ça, j'éliminerais tout ça. Et puis le futur, ou même le futur dans l'au-delà, de pouvoir revoir tous les gens qu'on a. Très bien, une fois. On va attaquer un instant que j'aime beaucoup, c'est les questions tac au tac. Ok, c'est une dizaine de questions. Je m'équipe de cette petite sonnette, ok. Et à chaque donc, on change de question. Ça marche. Et ça appelle des questions, des réponses assez rapides. Je vais démarrer par une question de Mathias Vietz, que j'ai interviewé. On a pu le parier, alors attention à la question. Attention à la question. D'ailleurs, j'invite ceux qui n'ont pas vu la vidéo à regarder. Ouais, c'était vraiment j'ai pas encore vu, mais j'ai vu des extras, ça a l'air super. Est-ce que tu préfères ta vie de maintenant ou d'avant? Waouh, grosse question, purée. Et pas facile, c'est dur de répondre rapidement. Dans les prises de tête, le foot, c'est quand même des grosses prises de tête. Il y a beaucoup de... mentalement, c'est très dur. Par contre, tu as des émotions qui se retrouvent nulle part ailleurs. Marquer un but, tu retrouves nulle part ailleurs. Gagner quelque chose, faire une montée ou être champion, tu retrouves nulle part ailleurs. Donc, à ce niveau-là, au niveau de termes d'émotions pures, avant. Mais... idem, aventure humaine, la vie d'avant, la vie d'après, pareil. Je suis désolé, je suis un peu long, mais Non. c'est complexe. C'est une belle question. C'est complexe. Aventure humaine, des aventures exceptionnelles humainement, avec des difficultés, des moments plus durs, mais des moments fabuleux aussi. Et puis au quotidien, c'est mieux aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup mieux aujourd'hui. C'est beaucoup moins de prise de tête. J'ai pas l'impression d'aller travailler, ça n'a pas de prix, tu vois. Je fais aussi une passion, j'ai la chance dans mes 2 vies d'exercer une passion. C'est une chance mais inouïe, quoi, inouïe. Et la liberté de toucher ou d'être créatif ou d'inventer des trucs, donc au quotidien, beaucoup, je pense, plus de plaisir aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu as une citation que tu te répètes régulièrement? Tu sais, j'aime bien regarder des podcasts aussi, comme on le... la manière de ce qu'on fait maintenant. J'ai vu un podcast d'Alexandre Astier, qui est le créateur de Kaamelott, qui disait sois bienveillant. Tous les bons, tous les tout bons, il dit, j'ai remarqué qu'ils étaient bienveillants. Donc sois bienveillant et tu verras que la vie te le rendra. Voilà. Quelle est ta plus grande leçon de vie que tu as apprise? Je dirais la maladie de ma grand-mère, en fait. Et comment mes parents s'en sont occupés. Quelle leçon d'humanité, quoi. Tous les jours aller la voir, tous les jours s'en occuper, parce qu'Alzheimer, au bout d'un moment, tu finis dans un lit à plus bouger. Voilà pourquoi j'aimerais bien éliminer ce genre de maladie
quotidien, de la vie en général, quoi. Terrible, terrible pour les proches. Et comment, avec quelle dignité ils s'en sont occupés, avec quel amour ils ont mis dans tout ce qu'ils ont fait, fabuleux, quoi. J'inclus ma sœur aussi, évidemment, toute ma famille en fait. Et moi, je m'en suis un petit peu moins occupé. J'étais à fond dans le foot, j'étais à fond dans mon truc. Et, j'ai moins été la voir, des choses que je regrette aujourd'hui. Mais quelle leçon de vie, quelle leçon de vie de la part de toute ma famille, quoi. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petit? J'ai eu tous les conseils dont j'avais besoin, franchement. J'ai eu la chance d'avoir vraiment des parents qui m'ont accompagné, qui m'ont dirigé vers de bonnes routes, de bons chemins, des bons choix. Non, honnêtement, j'ai eu tous les conseils qu'il fallait. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le foot en tant que pro? Numéro 1, prends du plaisir avant toute chose. Il faut prendre du plaisir. C'est le moteur de tout, c'est la passion, le plaisir. Ensuite, si tu es sérieux et que tu crois en toi, ça aussi, c'est pas simple, mais il faut, parce qu'au haut niveau, après, si tu veux vraiment accomplir tes rêves, c'est la confiance en toi. C'est la confiance en soi, quoi. Vraiment croire en soi au quotidien et améliorer quelque chose au quotidien. Par le plaisir. Avoir du plaisir dans... Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans l'événementiel? Dans l'événementiel, sois créatif, casse des codes. Pas donner trop de conseils, hein, c'est vrai. Ça va être la concurrence après. Mais casser des codes, dépareiller dans un paysage parfois trop conformiste, innover. Ouais, c'est la clé. C'est la clé du succès d'ici, je pense aussi. Innovation. Quel était ton plus gros échec? Le plus gros échec, c'est, je pense, sportif. Hein. C'est la relégation sportive en 2000. C'était quoi, 2013 Super League à Challenge League, ouais. Où on a fait jusqu'au bout, hein, jusqu'à un match de la fin. Malheureusement, ça l'a pas fait. Puis ça, c'est à titre personnel une saison pas si mal parce que j'ai fini avec 400 buts, je crois, Super League, mais sur la fin, j'ai été moins bon, j'ai perdu ma place, on a été relégué, c'était vraiment un gros échec. Ouais. Quel est le truc le plus fou que tu as fait dans ta vie? Le plus fou que j'ai fait dans ma vie, c'est investir mon pognon là-dedans. Parce que j'ai investi vraiment quasiment tout ce que j'avais économisé dans cette aventure. Quand même un truc assez aléatoire, quoi, tu vois, mais j'y croyais tellement, en fait. Belle prise de risque. Ouais, j'y croyais tellement, je croyais tellement en ce projet que ça m'a poussé à faire partie de l'équipe. Est-ce qu'il y a une figure, quelqu'un qui t'inspire particulièrement? Toute ma famille, ma copine, que j'admire aussi beaucoup par sa maîtrise de tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, quoi. C'est impressionnant. Tous ceux qui ont eu un rôle clé dans mon parcours aussi, qui sont hyper inspirants. Seb le premier, mais toute l'équipe m'inspire. En fait, tout le monde m'inspire. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de tout le monde, vraiment. Bien sûr, tu t'inspires de gens qui sont proches de toi, forcément, mais les entraîneurs aussi qui t'inspirent, les coéquipiers. Très bien. Il nous reste le dernier instant signature. Je fais démarrer un minuteur et c'est la fameuse minute inspirante. Croire en soi, de croire en ses rêves, mais de se donner les moyens. Voilà, de se donner les moyens de croire en ses rêves, donc être sérieux, être entreprenant, être passionné, être créatif. Je pense que c'est la clé. Et puis d'être bienveillant et d'être cool. Pas se prendre au sérieux avec les gens qui t'entourent. Voilà, puis d'être bienveillant avec qui que ce soit quelqu'un que même qui te fait chier, même qui t'emmerde, même qui te manque de respect. Essaye de prendre sur toi et essaye de lui renvoyer quelque chose de positif, parce que souvent une arrogance ou un manque de respect, ça cache peut-être un mal-être qui fait partie de notre société aujourd'hui. Donc essaye de transmettre de bonnes ondes autour de toi
pour rendre notre société peut-être meilleure. Un grand merci. Merci à toi pour tous ces partages et ces échanges. Grand plaisir. Si vous êtes encore là, c'est probablement parce que cet épisode vous a plu. Et ça, c'est vraiment génial. Alors j'ai 2 petites choses à vous demander. 1, abonnez-vous. Si vous écoutez en format audio, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Et si vous êtes plutôt vidéo, cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure façon de ne rien manquer des prochains épisodes. Et 2, parlez-en autour de vous. Que ce soit un ami, un collègue ou un membre de votre famille, partagez cet épisode. Qui sait, cela pourrait peut-être les inspirer, les motiver ou tout simplement leur faire passer un bon moment. Alors merci infiniment pour votre écoute et surtout, n'oubliez pas, chaque parcours est une source d'inspiration. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parcours Inspirant.